Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Audrey Fortin, coordonnatrice à la mobilisation et aux relations associatives de l'Union étudiante du Québec. Et ça me fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour conclure en fait notre première grande thématique sur la santé psychologique étudiante. Donc aujourd'hui, c'est notre dernier épisode qui va parler de cet enjeu. Donc je vous invite à aller visionner, si ce n'est pas déjà le cas, nos deux derniers épisodes là, sur la santé psychologique. Aujourd'hui, dans l'épisode, on va parler un petit peu plus d'un aspect terrain, en fait, de la santé psychologique étudiante. Et pour ce faire, j'ai la chance d'avoir avec moi Catherine-Marie Vanas, qui est la directrice, en fait, du Centre de santé et consultation psychologique de l'Université de Montréal, donc le CSCP, et Myriam Dumas-Frégo, qui est une travailleuse sociale du même centre. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, suggestions sur nos différents réseaux sociaux. Sinon, je vous souhaite une excellente écoute. Ben, bonjour Catherine-Marie, bonjour Myriam. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui pour parler de la santé psychologique étudiante. Comment ça va? Ça va bien, je suis contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Ça va vraiment bien. Merci de nous accueillir, ça nous fait vraiment plaisir. Donc, vous travaillez toutes les deux au Centre de santé et consultation psychologique, donc le CSCP, à l'Université de Montréal. En fait, je me demandais concrètement en quoi consistent vos rôles, si vous voulez vous faire un petit portrait, en fait, de votre parcours universitaire, vos études, votre profession. Je suis directrice du CSCP. J'ai une formation de neuropsychologue à la base. J'ai été clinicienne pendant plusieurs années et je me suis dirigée là, vers la gestion, ça fait un peu plus de 10 ans. Et ça fait 8 ans maintenant que je suis à l'université et 2 ans que je suis en poste au CSCP. Ben moi, j'ai un parcours un peu atypique, là. Donc, je suis travailleuse sociale, mais avant ça, j'ai eu une autre vie là, où j'étais gestionnaire. Puis après ça, je suis retournée vers le travail social. Donc, j'ai fait mon bac et ma maîtrise à l'Université de Montréal. Puis, j'ai été engagée en 2019 au bureau de soutien pour les étudiants en situation de handicap. Et puis, en 2021, ils ont ouvert le poste là, de l'équipe psychosociale au CSCP. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler au CSCP. Donc, depuis 2021, je suis là comme travailleuse sociale. Super, ben des beaux parcours quand même, mais pas tant atypiques. Moi, je trouve que c'est quand même, ça fait quand même du sens. Je me demandais au niveau de l'équipe de travail, vous êtes combien de personnes au niveau de CSCP? Est-ce que vous avez comme des ressources un peu plus différentes globalement? Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, le CSCP, il y a un secteur médical et il y a un secteur psychologie. Au secteur médical, on a des médecins, on a des infirmières praticiennes spécialisées, on a des infirmières cliniciennes, physiothérapeutes et nutritionnistes OK. pour la communauté étudiante, là, bien sûr. Mhm. Et on a aussi au secteur psychologie toute une équipe là, psychosociale de techniciennes en travail social et de travailleurs sociaux et une équipe de psychologues. Quand même des belles ressources là, à disposition Vraiment. pour la population étudiante. Ben merci beaucoup en fait pour le travail que vous effectuez là, à tous les jours en fait pour la communauté étudiante. Là, je rentrerai un petit peu dans le vif du sujet. Veux pas, on le sait que la population étudiante, c'est un petit peu une clientèle qui est un peu plus à risque avec l'anxiété de performance, le stress qui est engendré en fait par l'environnement universitaire. Est-ce que vous remarquez en fait durant le parcours universitaire qu'il y a des tendances en fait dans l'année où il y a un petit peu plus de consultation là, qui est faite dans vos services? Oui, les débuts de session sont vraiment plus achalandés pour nous. Donc, autant la session d'automne que la session d'hiver, on va avoir plus de demandes vraiment dans les premiers mois. Puis après ça, à la session d'hiver, on va avoir des cas un peu plus complexes, là. Donc, peut-être des gens qui auraient dû consulter avant, puis la situation s'est un peu détériorée. Donc là, il faut qu'on rattrape sur plusieurs plans. Donc, c'est un peu ce qui nous arrive là, dans les demandes. Mhm. OK. Puis j'imagine que les fins de session, pour avoir été étudiante, c'est pas toujours facile. Ça a quand même, encore une fois, un volet plus d'anxiété. Puis c'est quand même chargé aussi comme période de l'année. Puis je sais que, en tout cas, j'imagine qu'il y a certaines personnes qui doivent même annuler leur demande aussi, qui est faite au niveau de la consultation parce que justement, c'est trop chargé comme moment. Puis malheureusement, ils décident de couper dans des éléments. Puis un des éléments qu'ils décident de couper, ben, c'est au niveau de la consultation. Je sais pas si tu voulais faire un petit peu de pouce sur ça. Bien, on voit surtout quand on approche des mi-sessions, fin de session, il y a comme une petite accalmie, comme si les gens étaient
trop occupés pour venir demander des services, effectivement. Par contre, on est quand même assez flexible. Tu sais, si l'étudiant nous dit c'est pas possible pour moi parce que j'ai trop d'examens ou j'ai trop de travaux, on va déplacer la rencontre. Donc, on essaie d'être quand même flexible pour pas qu'ils annulent justement leur demande de service. Puis, on a plusieurs services à l'interne là, à l'Université de Montréal, pas juste la psychologie puis le secteur de la santé. Donc, des fois, on va aller combiner avec d'autres services pour répondre à la demande plus urgente. Puis ensuite de ça, on va adresser le reste la session suivante. Tu sais, c'est comme si je peux penser à la fin de la session d'automne, ça va être Noël. Des fois, on va voir qu'est-ce qui peut être fait pour sauver les meubles. Donc, tu sais, dans le fond, sauver la session puis qu'il y ait le moins d'impact possible dans les études. Puis, on va reprendre la consultation plus en psychologie générale en début janvier. Donc, on essaie vraiment d'être flexible pour pas que les étudiants aient à choisir entre leurs études puis la consultation, là. Donc, tu sais, on ferme pas les demandes parce que l'étudiant est trop occupé. On va essayer de trouver une manière là, pour accueillir sa demande puis répondre au plus urgent en premier. Puis ensuite de ça, tu sais, ça va venir comme par étapes. Puis c'est bien aussi là, parce que ça démontre justement l'importance que vous avez puis l'importance d'aller chercher de l'aide justement, que ce soit au niveau du soutien un petit peu plus psychosocial, mais aussi d'aller chercher de l'aide au niveau plus académique. Puis notamment en période de stress. Puis on se cachera pas qu'en étant à l'université, ben c'est pas mal toujours une période de stress, mais c'est important d'aller chercher de l'aide. Je me demandais, est-ce qu'il y a des facteurs de protection, des facteurs de risque que vous observez qui est un petit peu plus notoire là, par rapport à la population étudiante, là? Dans les facteurs de risque, là, l'isolement, c'est vraiment quelque chose qui est assez remarqué, là, les étudiants qui ont peu ou pas de réseau autour d'eux qui les soutient. Des fois, ça va être les difficultés académiques qui vont être le déclencheur des problématiques en santé mentale, puis des fois, ça va être la problématique en santé mentale qui va être le déclencheur des difficultés académiques. Donc, nous, on essaie de départager d'où vient la problématique pour aller intervenir, dans le fond, sur les choses en amont le plus possible. On voit aussi beaucoup de difficultés relationnelles dans les demandes. Puis c'est sûr qu'au niveau de la santé mentale, c'est vraiment très partagé entre anxiété et dépression. Là, c'est les deux grands pôles, je dirais, qu'on voit fréquemment. Là. J'imagine aussi, tu sais, tout ce qui est aspect un petit peu plus précarité financière. En ce moment, c'est un élément que l'UEC travaille par rapport à tout ce qui est rémunération des stages, l'aide financière aux études, l'insécurité alimentaire aussi, parce que veut pas, c'est tous des éléments qui vont venir impacter le parcours universitaire puis qui va rajouter, en fait, au fardeau un petit peu, là, qui est en lien avec la santé psychologique étudiante aussi. Est-ce qu'il y a certaines populations étudiantes qui sont peut-être un petit peu plus touchées et impactées par la santé psychologique étudiante? Notamment, je peux penser comme ça à la communauté étudiante internationale. Les étudiants internationaux, effectivement, c'est une bonne partie de nos cas complexes parce qu'il y a l'isolement, il y a le fait que c'est un nouveau système d'éducation, donc ils ne connaissent pas notre système d'éducation non plus. Donc, toute notre manière de fonctionner, les examens, il n'y a rien qui est pareil. L'isolement, beaucoup, là, c'est là aussi l'aspect financier va rentrer en ligne de compte. Puis des fois, ils vont vivre des choses vraiment difficiles à distance. Donc, le décès d'un proche, mais ils ne peuvent pas se rendre pour aller à l'enterrement ou être avec leur famille dans ces moments-là plus difficiles. Puis, ou ce qu'on voit là, récemment, les guerres qui touchent différents pays, différentes communautés, mais les étudiants internationaux sont effectivement affectés par ça. Puis, ben, ils doivent maintenir leurs études en même temps parce que ça fait partie des critères pour leur visa. Donc, ils doivent être à temps plein. Ça, des fois, c'est vraiment difficile de maintenir le temps plein quand on vit des choses à distance puis qu'on n'a pas notre communauté proche pour nous soutenir. Ouais, non, c'est dur à jumeler comme tous les aspects qui peuvent venir impacter ta santé psychologique, là. Je me demandais concrètement, mettons on parle pour parler, combien de demandes en fait de soutien sont faites par année? Grosso modo, je dirais qu'en termes de nouvelles demandes de soutien qui sont faites au CSCP par année, on est autour de 2800 à 3000. Oui, c'est quand même un nombre assez élevé. Et de celles-là, il y en a entre 30 et 35% qui vont être orientées pour un suivi en psychologie, donc de la psychothérapie, et entre 12 à 18% qui vont être orientés vers ce qu'on appelle, nous, le soutien à l'apprentissage. Donc, c'est un service qui est offert par une équipe de psychologues aussi, mais qui aborde
la question vraiment sous l'angle des apprentissages, je vais passer la parole à Myriam. Ben, en fait, on fait vraiment la distinction entre les besoins psychologiques plus larges ou façon générale, puis les besoins psychologiques qui sont liés aux études. Donc, ce qui serait de l'anxiété de performance, des problèmes au niveau de la motivation, procrastination, des difficultés d'attention. Donc, les enjeux psychologiques en lien avec les études, ça pourrait être aussi des étudiants au cycle supérieur qui ont de la difficulté à rédiger leur thèse ou qui vivent beaucoup de solitude puis de détresse par rapport à ça. Donc, on les oriente vers l'équipe de psychologues du soutien à l'apprentissage. Et puis, il y a un délai d'attente qui est moins long dans ça parce que souvent, il faut qu'on intervienne rapidement. Si on peut penser à un étudiant qui est en stage, justement, on n'a pas beaucoup de temps devant nous pour intervenir pour pas qu'il y ait des enjeux dans son stage. Donc, c'est cette équipe-là qui va s'occuper là, de tous les enjeux en lien avec les études. Donc, le nombre de rencontres est un petit peu plus petit, mais par contre, l'accès est vraiment plus rapide pour venir solidifier des choses ou vraiment soutenir les étudiants là, dans ce qui vivent en lien avec les études. Ben, c'est vraiment intéressant que vous ayez comme 2 équipes plus d'experts, expertes, selon les sujets qui sont abordés, là, parce que justement, ça évite d'avoir une trop longue liste d'attente aussi, là. Puis au niveau des demandes peut-être un petit peu plus urgentes, j'aime pas quantifier ces demandes-là, mais si jamais vous avez des données à ce sujet-là, je pense que ça pourrait quand même être intéressant à savoir. Oui, mais on a environ là, entre 350 et 450 demandes par session. Donc, d'étudiants qui vont soit avoir des idées suicidaires ou encore qui vont présenter une situation vraiment difficile, donc on doit se préoccuper rapidement. Ça représente entre 10 et 16% là, de nos demandes qui rentrent. Donc, c'est quand même beaucoup. Puis on voit vraiment un achalandage là, de ces demandes-là, beaucoup en début de session ou après les examens. Mm-hmm. Mais c'est des chiffres qui sont hyper alarmants, là. Je veux dire, 10% des personnes qui viennent consulter, c'est pour des idéations suicidaires, là. Oui, puis j'aime ça que tu précises 10% de ceux qui viennent consulter, parce que combien est-ce qu'il y en a qui ne viendront pas consulter? Des fois, on a des sentinelles qui nous mentionnent être avec un étudiant qui vit de la détresse, qui aurait des idées suicidaires, puis nous, ça prend une demande en ligne pour pouvoir le contacter, ça prend un consentement pour appeler quelqu'un, et puis des fois, la demande, elle vient pas. Donc, ils ne font pas le deuxième pas de venir dans nos services. Donc, c'est important. C'est pour ça aussi qu'on le mentionne tout le temps. Tu sais, les idées suicidaires sont quand même assez présentes. Puis, c'est pas tout le monde qui va consulter. Donc, on a un 10 à 15% qui viennent consulter. Mais combien est-ce qu'il y en a sur les campus? On ne peut pas avoir de chiffres là, comme tel présentement. Je pense que c'est vraiment important de mettre encore plus en valeur les différentes ressources qui sont dans les universités, en fait, parce que malheureusement, il y a quand même beaucoup de personnes. Puis moi, la première aussi, quand j'étais à l'université, ben, c'est difficile d'aller chercher les ressources parce qu'on ne sait juste pas, en fait, qui existent. Mais admettons là, que je suis une personne étudiante à l'UDM. Comment est-ce que je peux vous retrouver? Comment est-ce que je vous contacte? Comment ça se passe, tout ça? Alors, première chose à savoir, les nouvelles personnes étudiantes qui arrivent à l'université se voient proposer tout un parcours d'information, de capsules informatives sur l'ensemble des services qui sont offerts à l'université. Donc, tous nos services y sont présentés, décrits, le fonctionnement, les modes de consultation et tout ça. Évidemment, c'est une information parmi un ensemble d'informations. En fait, ils sont bombardés d'informations quand ils arrivent à l'université. Ouais. Donc, on ne prend pas pour acquis que parce que cette information-là a été transmise à ce moment-là, que les personnes étudiantes savent où nous trouver. Il y a plusieurs sites Internet, plusieurs campagnes d'information qui sont aussi, je dirais, disponibles et utilisées, entre guillemets, à l'attention des personnes étudiantes et qui sont disponibles pour les personnes étudiantes. Merci beaucoup pour vos réponses. Là. C'est hyper enrichissant. En fait, il faut savoir qu'il y a 3 ans, le gouvernement a mis en place un plan d'action. Donc, le plan d'action en santé mentale étudiante au niveau de l'enseignement supérieur, donc plus communément appelé le PASME. Puis de ce plan d'action-là, en fait, le gouvernement a mis en place de l'investissement, donc de l'argent pour les universités. Puis en fait, je me demandais, voir concrètement par rapport à l'UDM, en quoi est-ce que ces investissements-là ont permis? Donc, des mesures, des services qui ont permis d'être mis en place là, dans votre université.
La mesure la plus importante là, et qui a le plus d'impact concret, je dirais, pour les personnes étudiantes chez nous, c'est vraiment la constitution de l'équipe psychosociale dont fait partie Myriam, là, une équipe qui a été créée en 2021. Avec le PASMI, on a été en mesure de revoir l'ensemble de nos processus et d'embaucher des travailleurs sociaux qui sont maintenant dédiés à l'évaluation et à l'orientation des demandes, ce qui était auparavant la responsabilité de l'équipe des psychologues qui faisait aussi de la consultation psychologique. Donc là, on a vraiment à l'intérieur de notre équipe, si tu veux, une partie de l'équipe qui se dévoue ou qui se concentre sur la réception des demandes, l'évaluation et l'orientation de ces demandes-là, et l'équipe de psychologues qui, elle, va offrir des consultations psychologiques. C'est que le délai de traitement des demandes a été nettement diminué. Mm-hmm. Et ça nous a permis d'offrir davantage de consultations psychologiques parce que l'équipe de psychologues est plus disponible. Fait que ça, c'est d'une part, je dirais, à l'interne, ce qu'on a été capable de faire grâce au PASMI. Et par ailleurs, on a établi un partenariat avec un fournisseur de services externe parce qu'il y a eu une explosion des demandes là, pour du soutien psychologique avec la survenue de la pandémie. Je pense que c'était déjà en augmentation avant le 13 mars 2020, mais clairement, après cette période-là, ça a vraiment explosé. Mm-hmm. L'équipe de psychologues, aussi dévouée soit-elle, elle n'était pas en mesure, on n'était pas en mesure de répondre. Donc, on a réussi à aller établir un partenariat avec un fournisseur de services externe qui reçoit nos étudiantes en consultation psychologique. Fait que ça, c'est aussi un point vraiment important, là, ce qui fait que nos délais de prise en charge demeurent malgré tout raisonnables. Là, on s'entend qu'il y a toujours de l'attente, malheureusement, mais ça demeure malgré tout raisonnable. Et un autre point, je pense, qui est vraiment important, qui est en lien avec l'équipe psychosociale puis le travail que cette équipe-là fait, c'est que toutes les demandes qui arrivent sont lues dans la journée et toute demande qui est considérée urgente, donc on pense idée suicidaire, en tout cas, toute demande considérée urgente va être prise en charge, contactée dans les 24 heures. Ou 48 heures, là, si ça arrive un vendredi ou à 5h30 une journée, là, mais ça fait que ça a vraiment des impacts très concrets, là, le PASMI pour nous. Mm-hmm. Ça a vraiment permis, en fait, d'aller embaucher, en fait, des personnes. Puis on s'entend qu'avant ce plan d'action-là, il y avait plus ou moins d'éléments, de ressources, en fait, qui étaient faites dans les universités, que ce soit autant pour le volet prévention, sensibilisation. Et je sais qu'il y a aussi eu la mise en place de la plateforme SME, dont j'invite les personnes à la maison à aller voir. Je ne sais pas si vous vouliez nous en dire un petit peu plus sur, c'est quoi, au final, la plateforme SME. Bien, très brièvement, ce que je peux dire, c'est il y a un volet qui s'adresse aux populations étudiantes et il y a un volet qui s'adresse aussi aux professionnels et aux établissements où on va retrouver un paquet d'initiatives qui ont cours dans différentes universités et qu'on peut consulter, auxquelles on a accès. Fait que pour nous, comme professionnels puis comme établissement d'enseignement, il y a vraiment un avantage certain, mais assurément pour les étudiants, les étudiantes aussi, je pense. Mm-hmm. Mais j'abonde dans ton sens, là, au niveau de la collectivisation de l'information, mais aussi de pouvoir se parler d'une université à l'autre. Donc, moi, je fais partie du RISME, puis on a des rencontres avec d'autres intervenants dans d'autres universités, puis ça nous permet de justement collectiviser ce qu'on vit, puis pouvoir échanger. Donc, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Puis, au niveau de la plateforme SME, mais là, il y a vraiment beaucoup d'informations pour les étudiants aussi, des ressources, des services, justement l'évaluation de quand est-ce que ça va mal, puis il faudrait que je demande de l'aide, parce que des fois, bon, on va dire « Ah, ça va pas, mais... » Ça va passer ou bon, mais à quel moment est-ce qu'on va chercher de l'aide? À quel moment on est plus dans l'auto-soin? À la maison, on est capable encore de gérer la situation. Puis à quel moment où là, vraiment, il faudrait qu'on aille à l'externe puis on aille chercher de l'aide auprès d'un professionnel. Donc, il y a beaucoup d'informations qui est rendue accessible, qui est bien vulgarisée aussi pour les étudiants. Donc, je pense que c'est vraiment super important comme plateforme, là. Sinon, le PASMI termine en 2026. Si jamais il vient qu'à pas être reconduit. Puis on s'entend qu'on travaille fort, que ce soit à l'université et de notre côté à l'Union étudiante du Québec. Selon vous, ça serait quoi les impacts que ça pourrait avoir? Pour moi, c'est vraiment crucial que ce plan-là soit reconduit, étant donné l'importance
la question de la santé mentale étudiante, l'importance des actions que ce plan d'action-là a permis de mettre en œuvre. Assurément, si ce plan-là devait ne pas être reconduit, je pense qu'il y aurait vraiment des initiatives là, qui ont été mises en place qui seraient appelées à disparaître. Donc, j'ose même pas envisager que ça soit pas reconduit, en fait. Moi, je dirais, c'est sûr que ça va se répercuter là, directement par une diminution du service sur le terrain. Mais s'il n'y a pas le financement, il y a peut-être des postes qui vont être coupés. Donc là, c'est sûr que le service à la population étudiante va diminuer. Donc, et en parallèle, le délai d'attente va remonter aussi. Donc, tu sais, c'est des choses, dans les 3 dernières années, qu'on a travaillé vraiment beaucoup pour diminuer toujours notre délai d'attente, aussi essayer de répondre le plus rapidement possible, mettre en place des processus efficaces à l'interne. Si c'est pas reconduit, mais là, on va voir ces efforts-là, dans le fond, un peu mis à néant, là, malheureusement. Là. Donc, on espère vraiment, effectivement, que ça va être reconduit et pourquoi pas bonifié. J'aime ça me parle bonifier, là. On chialera jamais pour plus d'argent, plus de ressources, plus de prévention en santé mentale. Puis, tu sais, je pense qu'il y a un élément qui est important à mettre de l'avant par rapport à ce plan d'action-là, c'est que ça oblige les universités à faire des actions aussi concrètes. Ça a aussi permis chez nous la consolidation du réseau Sentinelle puis du réseau des parents aidants, qui sont quand même 2 acteurs majeurs, là, dans le fond, pour repérer les personnes vulnérables ou les personnes en détresse puis les orienter vers les services, vers nos services principalement. Donc, ça a été vraiment au niveau de la prévention quelque chose qui s'est déployé puis qu'on continue de travailler aussi, autant à élargir le réseau puis à donner de la formation continue puis soutenir ces personnes-là. Puis, tu sais, la promotion, mais là, on est plus dans la promotion d'une santé mentale positive aussi là, à l'UDM, tu sais, des campus bienveillants, puis la promotion d'une santé mentale positive. Donc, il y a eu la campagne aussi « Tout le monde a des bas » qui a fonctionné là, sur notre campus. Donc, il y a quand même plein de choses qui ont été mises en place, puis qu'on espère que ça va juste être pérennisé, puis continuer à être là pour les étudiants, parce qu'on se rend compte qu'ils ne nous connaissent pas nécessairement tous encore. Donc, il faut qu'on continue quand même le travail de terrain, parce que, bon, les étudiants, ils changent. Hein? À chaque année, il y en a qui graduent, qui s'en vont. Donc, il faut toujours continuer à sensibiliser les étudiants à la réalité là, dans le fond, de la santé mentale, puis de consulter quand ils ont besoin. Il n'y aura jamais trop de sensibilisation. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le plus de personnes qui soient au courant, en fait, des différentes ressources. D'où l'importance de, justement, mettre les bouchées doubles, comme on dit, puis de bonifier le programme pour être sûr qu'il y ait le plus de personnes qui aient accès à ça aussi. Là. Puis plus que ça, tu sais, on parle relativement facilement d'une condition de santé physique qui pourrait être la nôtre. Là. Je souffre d'asthme ou je souffre ou j'ai été malade de ceci, de cela. Mais c'est vrai que pour la santé mentale ou la santé psychologique, il y a encore un certain tabou autour de ça qui perdure malgré l'information, les campagnes de sensibilisation. Fait qu'il y a encore du travail à faire. C'est important que ça reste sur le devant de la scène puis qu'on continue à en parler parce que surtout, non. Parce que... Mais c'est sûr qu'il va toujours... Ça va toujours être un élément qui, selon moi, doit être mis de l'avant, comme que tu le mentionnais, parce que, pour moi, c'est vraiment l'élément clé aussi qui va faire en sorte que tu vas avoir une vie universitaire quand même bien, autant sur le volet plus académique que juste la vie étudiante en général. On vient de terminer, en fait, la campagne nationale de l'Observatoire en santé mentale. Je me demandais, voir, selon vous, est-ce que on va avoir encore autant des chiffres qui vont être inquiétants, avoir autant un portrait, en fait, de la santé mentale étudiante qui va être autant alarmante que la première enquête qu'il y avait eu en 2018. Mais compte tenu du fait qu'on a continué la sensibilisation puis de parler de la santé mentale étudiante, je pense que oui. Les chiffres ne vont pas avoir descendu. Est-ce que est-ce que de manière réelle, le portrait va avoir changé sur le terrain ou c'est juste que les gens vont être plus capables de mentionner, dans le fond, de dévoiler qu'ils vivent des problématiques en lien avec l'anxiété ou peu importe la problématique en santé mentale. Donc, j'ai l'impression qu'on devrait avoir quand même des chiffres qui se ressemblent parce qu'il y a plus de promotion, puis soit qui se ressemblent ou qui sont plus hauts, j'ai l'impression. Je m'attends aussi à un portrait relativement semblable. Mais tu sais, c'est tellement multifactoriel. 2018, c'était dans une autre vie, là. Il s'est passé tellement de choses depuis. C'est que j'ai de la misère à anticiper, tu sais, le portrait qui va se dégager
ce que les étudiants, les étudiantes vont avoir comme souligné comme étant leur réalité aujourd'hui par rapport à ceux de 2018. Mais je pense un peu comme Myriam, la sensibilisation, puis tant mieux si c'est ça, c'est pas tant mieux si les chiffres sont élevés, bien sûr, mais tant mieux si aujourd'hui, les personnes, sont davantage comme capables et désireux et désireuses de le nommer. On aura fait un pas, mais il reste beaucoup de pas à faire parce que le portrait, je m'attends en tout cas aussi, comme Myriam, à ce qu'il soit un peu alarmant, oui. Je pense aussi que c'est peut-être la sensibilité à notre état de santé psychologique aussi qui va avoir changé avec la sensibilisation. C'est que les gens vont porter plus attention à comment ils se sentent, puis être plus capable de mettre des mots dessus aussi. Bien, comme tu le dis, c'est quand même une étape de plus aussi, là. Mais c'est sûr qu'il reste du travail, puis il va toujours en avoir du travail à faire par rapport à la santé psychologique étudiante. Fait qu'on approche de la fin de l'épisode. Déjà, ça a passé vite. Je me demandais voir si vous aviez un dernier mot que vous aimeriez dire là, à la population étudiante qui nous écoute, en fait, à la maison. Bien, c'est sûr que, on pourrait pas insister trop sur le fait de consulter quand ça va pas, même si les gens sont pas certains que c'est légitime de faire une demande dans leur contexte. Faites une demande, puis on va évaluer, puis on va vous diriger vers les ressources. Je pense que déjà, des fois, juste de parler avec quelqu'un qui comprend la santé mentale, puis qui est ouvert, puis accueillant à travers ça, ça peut faire du bien. On a des gens qui n'ont pas nécessairement besoin de longues thérapies, mais qui ont besoin d'un espace pour venir se déposer leur souffrance, puis se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls à vivre ça, ou qu'il y a des ressources qui existent aussi pour les aider. Donc, c'est sûr que je vais toujours insister sur ça, de faire des demandes, de venir nous rencontrer puis consulter. Puis, il existe aussi plein d'autres ressources à l'extérieur de l'université parce que, bon, nos ressources sont fantastiques, là, c'est pas ça que je veux dire, mais on est fermé les soirs et les week-ends. Donc, c'est sûr qu'il y a des ressources qui prennent le relais dans ces moments-là. On pourrait penser au Centre de prévention du suicide de Montréal, un 866 appel. Il y a un programme Mieux-être qui a été mis en place par les fédérations étudiantes, puis la SEC, là, qui est l'assurance pour les étudiants au Québec. Donc, tous les étudiants ont accès à ces services-là. Donc, c'est sûr qu'on recommande d'utiliser les services puis de faire des demandes pour venir nous rencontrer. Je pense que c'est vraiment ça, le mot de la fin. Il ne faut jamais hésiter à les consulter. On est trop important. Oui. On étant chaque personne, là, je ne parle pas nous. Chaque personne est trop importante. Oui. Bien, vous aussi, vous êtes importante. Là. Vous faites du bon travail. Oui, mais on est là pour les étudiants, pour les étudiantes. On est là pour ça. Oui, littéralement. Puis je pense que c'est important. C'est un excellent mot de la fin, là, selon moi, de pouvoir mentionner, en fait, qu'il existe plusieurs ressources, puis que c'est important, puis qu'il n'y a pas de mauvaise raison d'aller consulter. Là. Chaque raison de consultation est bonne, puis c'est juste d'aller consulter si jamais vous avez besoin. Fait que merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé votre expérience avec moi. Merci également à la maison de nous avoir écoutés. Juste faire un petit rappel là, des différentes ressources, mais n'hésitez pas à aller consulter si jamais il y a quoi que ce soit via le 811 option 2 pour parler à des intervenantes là, de votre région. Le 911 SOS Écoute, SOS Suicide. Je pense que l'élément crucial à retenir de cette première thématique, c'est d'aller consulter si jamais il y a quoi que ce soit. Restez à l'affût également sur nos réseaux sociaux pour avoir la deuxième thématique qui va arriver prochainement. Sinon, n'hésitez pas non plus à nous faire part de vos différents commentaires, suggestions sur nos réseaux sociaux. Puis merci également à toute l'équipe là, pour la réalisation de ce balado. Donc, merci beaucoup. Merci. La question c'est, est-ce que j'ai déjà été prête? Fait que là, c'est super. Je vais recommencer ma phrase. Il faut que j'arrête de dire des là. Moi, je viens de la Beauce, ça fait que je dis des là partout. Moi, c'est dans le fond tout le temps. Ah bon, super.